Paris, 22 mai 1885. Une foule immense s'amasse sous un ciel gris. Plus d'1 million de personnes, de toutes classes, de toutes convictions, marchent en silence derrière un corbillard modeste recouvert d'un simple drap noir. Ce n'est pas un roi qu'on enterre. Ce n'est pas un général. C'est un écrivain. Un poète. Un homme dont la plume a défié les trônes, les empires, la misère et l'oubli. Un nom, Victor Hugo. Peu d'hommes ont autant bouleversé leur siècle. Il fut la voix des opprimés, l'ombre des puissants, le cri de l'orphelin et la lumière du peuple. De Notre-Dame de Paris à Les Misérables, ces mots ont jeté des ponts entre le sublime et le réel, entre l'histoire et la justice, entre la France et l'humanité. Victor Hugo, c'est l'enfant du romantisme, le prophète de la République, le banni des palais, le roi des lettres. Il a écrit contre la peine de mort, pour les misérables, avec le souffle d'un titan et la sensibilité d'un père endeuillé. Il a transformé le verbe en arme, la poésie en bouclier, et l'art en acte de résistance. Aujourd'hui encore, dans les écoles, les théâtres, les barricades et les urnes, son écho résonne. Victor Hugo n'est pas mort. Il s'est juste mis à parler plus fort à travers nous. Bienvenue dans la vie d'un géant. D'un homme qui, par ses mots, a bâti un empire plus durable que tous les empires, celui de la conscience humaine. Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon, dans une France encore tremblante sous les pas de Bonaparte. Il n'est pas encore écrivain, ni même élève, mais déjà un enfant de la contradiction, fils d'un général d'empire autoritaire, et d'une mère royaliste fervente. Son père, Léopold Hugo, sillonne l'Europe avec les troupes napoléoniennes, sa mère, Sophie Trébuchet, tient la plume et l'autorité à la maison. Entre deux fidélités politiques, Victor grandit dans un monde de mouvements. Madrid, Naples, Bastia, Paris. L'enfant voit des paysages changer sans cesse, mais c'est dans les livres qu'il trouve une terre stable. Très tôt, il écrit. Il noircit des cahiers. Il s'invente des royaumes. À 12 ans, il note. Je veux être Chateaubriand ou rien. Son frère Abel écrit, lui aussi. Son autre frère Eugène est fragile, déjà égaré dans les brumes de la mélancolie. Victor, lui, observe tout, note tout, sent tout. Loin d'être un prodige tapageur, c'est un volcan silencieux, un regard vaste posé sur les drames et les gloires de l'homme. La mort de sa mère, alors qu'il a 19 ans, le jette dans le monde adulte sans transition. Il épouse Adèle Fouché, son amour d'enfance. Il publie ses premiers vers, récompensés par l'Académie. Et tout s'accélère. Mais c'est bien dans cette enfance mouvante, tiraillée entre les armées et la poésie, entre le fracas des bottes et les silences de la page blanche, que s'est forgé le futur géant des lettres françaises. Un enfant de l'histoire. Un enfant des mots. À 20 ans, Victor Hugo n'est déjà plus un inconnu. Il publie son premier recueil de poèmes, Odes et poésies diverses, qui lui vaut une pension du roi Louis XVIII. Le jeune homme plaît à la monarchie, mais ses vers, eux, grondent déjà d'un souffle bien plus vaste. Il n'écrit pas pour plaire au salon, il écrit pour réveiller les consciences. Nous sommes en pleine effervescence romantique. Le classicisme s'effondre. Les passions, la nature, le drame, l'individu, tout ce que le siècle précédent refoulait surgit dans la littérature comme une tempête. Et au centre de cette tempête, un jeune Hugo flamboyant, qui va tout bousculer. Son théâtre explose avec Hernani en 1830. C'est un choc. Le public se déchire, les critiques s'indignent, les jeunes crient au génie. Le style hugolien est là, grandiose, lyrique, excessif et bouleversant. C'est le romantisme en armes. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, écrit-il. Et chez lui, ce fond est toujours une vision de l'amour tragique, du destin brisé, de l'homme face aux puissances du monde. Dans la foulée, il publie Notre-Dame de Paris, 1831, immense fresque humaine et architecturale, plaidoyer pour la mémoire des pierres et la dignité des exclus. Quasimodo devient un symbole. La laideur devient grandeur. Le monstre devient humain. Hugo écrit, crie, provoque. Il est partout. Dans la presse,
dans les lettres, à l'Académie française. Il devient la voix d'une génération qui refuse la soumission. Et pourtant, il n'a encore rien dit de tout ce qu'il a à dire. Car sous la plume, naît peu à peu le révolté, l'homme politique, celui qui ne se contentera plus d'émouvoir mais qui, bientôt, s'engagera pour changer le monde. Le poète devient prophète. Le romancier devient tribun. À partir de 1848, Victor Hugo ne se contente plus d'écrire des drames, il entre dans l'histoire avec fracas. Élu député à l'Assemblée constituante, il défend les droits des plus pauvres, la liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort. Il n'écrit plus seulement avec de l'encre, mais avec du feu. Il dénonce l'exploitation des enfants, s'attaque aux puissances d'argent, défend la République, et surtout, il refuse les compromissions. Quand Napoléon III renverse la République en 1851 par un coup d'État, Hugo ne se tait pas. Il tonne. Il s'oppose. Et il s'exile. Commence alors un exil long de 19 ans. D'abord à Bruxelles, puis à Jersey, enfin à Guernesey. Loin de Paris, mais plus libre que jamais, Hugo écrit les textes les plus fulgurants de sa vie. Les Châtiments, d'abord, un pamphlet foudroyant contre l'Empire. Puis les Contemplations, recueil de deuil et de lumière après la mort de sa fille Léopoldine. Et enfin Les Misérables, publié en 1862, chef-d'œuvre total, immense fresque sociale, politique, spirituelle. Jean Valjean, Cosette, Javert, Gavroche. Le peuple devient héros. L'invisible devient légende. La littérature devient une arme contre l'injustice. Pendant ce temps, l'homme refuse les honneurs, décline les réconciliations faciles. Il écrit aussi contre la peine capitale, dénonce l'oppression coloniale, prend fait et cause pour la liberté de tous les peuples. L'Europe découvre un écrivain debout, une voix plus grande que les frontières. Quand la République renaît en 1870, Victor Hugo rentre. Il est accueilli comme un roi, mais il reste humble, fidèle à ceux qui n'ont jamais eu de tribune. Dans l'exil, Hugo n'a rien perdu. Au contraire, il a conquis ce qu'aucun empire ne peut confisquer, la légitimité du cœur. Victor Hugo n'écrit pas des livres. Il élève des cathédrales de mots. Des monuments que l'on traverse comme on traverse les époques, les douleurs, les espérances. Parmi ces géants de papier, deux dominent l'horizon, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Notre-Dame de Paris, publié en 1831, est un cri d'alarme autant qu'un roman. Hugo veut sauver les vieux monuments menacés de destruction. Il y parvient, mais en sculptant les pierres avec des phrases. À travers Esmeralda, Quasimodo et Frollo, il donne vie à la pierre gothique, et rappelle que les exclus, les monstres, les oubliés ont aussi droit à l'amour et à la justice. Le roman devient un plaidoyer pour ceux que l'on ne regarde pas. Mais c'est Les Misérables, publié en 1862, qui scelle son mythe. 7 ans d'écriture, des milliers de pages, une œuvre universelle. Jean Valjean, ancien forçat devenu père adoptif, Javert, inspecteur fanatique de l'ordre, Cosette, l'orpheline, Gavroche, l'enfant des rues, Marius, l'idéaliste. Ce ne sont pas des personnages. Ce sont des symboles. Des archétypes. Des éclats d'humanité. Le succès est immense. Le monde entier lit Hugo. Le monde entier pleure Hugo. Et derrière chaque mot, on entend la voix du poète engagé. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale, des livres comme celui-ci pourront ne pas être inutiles. À côté de ces romans totems, la poésie de Hugo n'est pas en retrait, au contraire. Les Contemplations, la légende des siècles, les Châtiments. Hugo est le poète du deuil, du combat, du vertige cosmique. Il parle aux morts, au vent, à Dieu. Il tutoie l'infini avec des vers de marbre. Chaque œuvre est un combat. Chaque phrase est une étreinte. Chaque livre, un miroir tendu à l'humanité. Victor Hugo s'éteint le 22 mai 1885, à l'âge de 83 ans. Dans sa modeste maison de l'avenue d'Eylau, c'est un peuple entier qui retient son souffle. Il ne laisse pas seulement une œuvre monumentale. Il laisse un vide, un souffle, un silence habité. Dans ses derniers mots, il écrit
Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je veux être porté au Panthéon dans leur corbillard. Pas de faste. Pas d'orgueil. Seulement la fidélité à ceux qu'il n'a jamais cessé de défendre. Et pourtant, l'hommage dépasse tous les rites républicains. Des millions de Français, venus de toutes les régions, défilent dans un Paris endeuillé pour saluer celui que l'on ne nomme plus Monsieur Hugo, mais le poète, le prophète, le père de la République. Son cercueil traverse la ville, escorté par la foule, des drapeaux, des pleurs et des silences. Sous l'Arc de Triomphe, on le veille toute une nuit. Puis il rejoint le Panthéon, parmi les grands, parmi les immortels. Un écrivain qui entre dans l'éternité comme un chef d'État entre dans l'histoire. Mais ce n'est pas son nom seul qui reste. Ce sont ses mots. Ceux qui réveillent, qui résistent, qui embrassent. Dans les écoles, sur les murs, dans les discours, dans les chansons, dans les révoltes. Hugo est partout. Et partout, il dit : ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ses combats pour la justice, contre la peine de mort, pour l'enfance, pour l'Europe des peuples, résonnent encore avec une actualité brûlante. Victor Hugo n'a pas seulement écrit pour son siècle. Il a écrit pour tous les siècles. Victor Hugo ne fut pas un simple écrivain. Il fut une cathédrale d'idées, un phare dressé contre les ténèbres, une conscience nationale capable de défier les trônes comme les dogmes. Il n'a jamais cherché la gloire, elle s'est inclinée devant lui. Il n'a jamais réclamé de pouvoir, il a conquis les cœurs. Du jeune poète romantique au tribun de l'exil, de Notre-Dame de Paris au misérable, Hugo n'a cessé d'élargir les frontières du possible. Il a fait de la littérature une arme, de la poésie un refuge, de la République une promesse. Il fut le chantre des enfants perdus, le défenseur des opprimés, l'ennemi des despotes et le compagnon des rêveurs. Et dans chaque mot qu'il nous a laissé, il y a une part de notre avenir. Aujourd'hui, dans un monde en quête de sens, relire Hugo, c'est se reconnecter à ce qu'il y a de plus noble en nous, la dignité, la justice, la lumière. Alors, si cette histoire vous a touché, si ces combats résonnent encore en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres figures immortelles qui, comme Hugo, ont changé la France et parfois même, l'humanité. Car raconter l'histoire, c'est refuser l'oubli. Et refuser l'oubli, c'est déjà résister.